Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Ouais, ça va. Ok, il me semblait qu'il y avait des casques qui étaient à disposition, mais si vous nous entendez sans, c'est très bien. Donc bonjour à toutes et tous, bienvenue à vous. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette présentation consacrée à l'opéra qui allie qualité et éco-responsabilité. Je me présente, je m'appelle Louise Leleu, je suis chargée de mission développement durable au sein de l'Opéra de Paris. À mes côtés, vous trouvez Lucia Goy, directrice technique au Théâtre du Châtelet, et Violaine Charpy, directrice déléguée à la stratégie, aux investissements et au développement durable à l'Opéra national de Paris. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le projet du collectif 17h25, dans lequel sont engagés le Théâtre du Châtelet et l'Opéra de Paris depuis plusieurs années maintenant. Avant de plonger dans la genèse de ce projet et de vous expliquer plus en détail ce qu'il recouvre, on vous propose rapidement de dresser un bref portrait des opéras aujourd'hui, ce que ça implique concrètement en quelques chiffres, pour prendre la mesure de ce que ça veut dire et de pourquoi est-ce qu'on a créé ce projet du collectif 17h25. Est-ce que, mesdames, vous pouvez rapidement, en quelques mots, me donner les quelques éléments clés, le nombre de présentations, de levées de rideau à l'Opéra de Paris, voilà ce que représente cet établissement aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Donc, l'Opéra de Paris, c'est l'un des 5 membres du collectif 17h25. Les autres membres, c'est le Théâtre du Châtelet. Il y a également le Festival d'Aix-en-Provence, l'Opéra de Lyon et la Monnaie à Bruxelles. C'est des opéras de taille très différente, avec une activité qui... Voilà, chaque opéra a son activité propre. Pour l'Opéra de Paris, donc c'est une grosse maison d'opéra. On a à peu près 400 levées de rideaux par saison. On a 2 théâtres, l'Opéra de Bastille, le Palais Garnier, donc ça permet d'avoir une alternance sur ces 2 théâtres. Et même au sein d'un théâtre, on a plusieurs productions qui se jouent en même temps. On est un théâtre d'alternance, c'est-à-dire qu'un soir, on peut donner une production lyrique, par exemple, et le lendemain, une production de ballet. Les effectifs à l'Opéra de Paris sont assez conséquents. On a 1500 salariés en CDI, salariés permanents, et à peu près, en général, 300 salariés intermittents qui travaillent au quotidien sur nos sites. C'est un budget de 230 millions d'euros, donc une grosse maison, avec un fonctionnement qui repose à peu près 50-50, mais maintenant on est plutôt sur plus de ressources propres que dans les années passées. Donc voilà, grosse maison, une maison de répertoire, c'est important dans la discussion qu'on va avoir. On a plus de reprises de production, c'est-à-dire des productions qu'on donne plusieurs années d'affilée, dont on garde les décors, que de nouvelles productions. On a à peu près par saison 6 nouvelles productions lyriques, 4-5 nouvelles productions chorégraphiques sur un total de 30 productions. Voilà, je te passe la parole, Lucia, pour le Châtelet. Bonjour. Le Châtelet, c'est un peu différent parce qu'en fait, on est un théâtre musical de Paris. Donc, on ne fait pas forcément que de l'opéra. Récemment, a été reconverti dans toute la période de Chopin à théâtre de comédie musicale. Et ce n'est pas les seuls spectacles qu'on fait. On reçoit des ballets, on reçoit des différents styles musicaux. Cette année, il y a eu un festival de musique urbaine. Donc, on ne fait pas que de l'opéra. On fait de l'opéra une fois par an, mais on apparente à l'opéra les comédies musicales qui sont tout à fait dans la même construction de production. Au Théâtre du Châtelet, les levées des rideaux sont 140 environ. Si on ne compte pas tout ce qui est en alternance, parce qu'il y a une autre façon de faire alternance dans les théâtres moins traditionnels comme le nôtre, c'est-à-dire on alterne avec des événements qui sont des événements commerciaux ou pas, qui nous permet aussi de financer une certaine partie de la dépense du théâtre. On a une subvention qui est autour de 15 millions et notre fonctionnement, les recettes ne couvrent que la moitié de cette subvention parce qu'il y a pas mal de personnel et les coûts des productions sont toujours importants. 100 salariés, 105, 110, 100, ça dépend des saisons, plus une grosse brigade d'intermittents qui ne travaillent pas avec nous de façon permanente, dans le sens qu'ils sont appelés que sur les productions sur lesquelles ils ont besoin d'être.
Les Misérables, qui sont en scène maintenant, comptent une centaine d'intermittents qui ont travaillé sur toute la période, à partir des préparations, des répétitions, etc. On reviendra sur comment on monte une production. Et après, il y a les autres théâtres, le Festival d'Aix-en-Provence. Eux aussi, ils ont un fonctionnement complètement différent. Parce que c'est un festival, c'est sur une période donnée. Ils ont une quantité X de productions d'opéra qui coproduisent énormément avec d'autres théâtres en toute Europe. C'est un autre modèle aussi. La Monnaie, qui est plutôt un théâtre traditionnel d'opéra. Et Lyon, pareil, c'est une grosse maison qui est liée pratiquement seulement à la production d'opéra. Tu veux rajouter des choses, Louise? Pas forcément. Moi, je pensais plutôt vous poser une autre question. Ce qu'on trouvait intéressant quand on a commencé à préparer cette masterclass, c'est de vous retracer aussi brièvement la façon dont s'élabore une production d'opéra, ce que ça implique en termes d'étapes, en termes de calendrier. Donc, est-ce que, Lucia, tu veux commencer par nous expliquer un peu grossièrement, en moyenne, ce que représente la création d'une production d'opéra? Alors, il y a toute une partie qui est artistique, ce qui est sur le choix du titre, un choix des équipes artistiques qui mènent déjà le projet, un metteur en scène, un costumier, un scénographe, etc. Et une fois que ce choix est fait, le projet est présenté, les choix se font entre 2 et 5 années avant la date de la première représentation. Ça dépend des maisons, ça dépend des fonctionnements, de l'anticipation qu'ils sont capables de mettre en œuvre, de la quantité de coproductions qu'ils doivent faire. Une fois l'équipe construite, il y a une partie d'audition pour tout ce qui sont chanteurs, performeurs, danseurs, qui doivent être auditionnés bien en avant pour qu'ils se rendent libres déjà. Et disons environ 1 an, 15 mois, 24, ça dépend aussi des maisons. C'est le projet qui est rendu. Normalement, c'est toujours une maquette, un projet à blanc, avec des idées qui est discuté avec les différentes directions, notamment la direction technique, pour savoir ce qu'on peut construire ou pas. Et ce qu'on peut réutiliser ou pas, ou ce qu'on peut coproduire ou pas avec d'autres théâtres, avec l'enjeu de faire entrer un spectacle dans différentes formes et dimensions de théâtre, parce qu'il n'y a pas une uniformité nationale ou internationale des théâtres. Tous, ils ont un peu des dimensions différentes. Une fois que la maquette est approuvée, il y a eu une étude budgétaire en amont de toute la production. Une fois que la maquette est discutée et approuvée, déjà du point de vue technique et esthétique, quand je parle de maquette, il y a la même procédé est mis en place pour les costumes. On refait un budget, on vérifie à quel point on est loin ou proche de ce qui étaient les prévisions, et minimum 1 an avant ou 3 mois, ou 6 mois, entre 6 mois et 1 an avant, ça commence la production des éléments techniques, comme les décors, les accessoires. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est un accessoire, par exemple, ça on verra après, et les costumes. 5 semaines avant l'arrivée au plateau, ou 4, ça dépend, là aussi il y a différentes montures, on commence les répétitions au studio. Donc on n'est pas dans l'espace du plateau, on est ailleurs, soit dans un studio loué, soit dans un studio de propriété du théâtre. Et le spectacle commence à être monté, surtout pour la partie qui est de mise en scène, avec l'ajout d'accessoires, quelques costumes de répétition. Et on arrive au plateau moyennement 3-4 semaines. Là encore, ça dépend des montures des différentes maisons. Et on arrive au plateau avec une séquence assez traditionnelle de répétitions scéniques qui sont terminées par une générale piano. Donc jusqu'à là, l'orchestre n'a pas fait son entrée au plateau. Ça poursuit avec des scéniques orchestres et une pré-générale et une générale normalement ouverte au public, et pour ensuite enchaîner sur des représentations à partir de la première. Alors, dans les cas des musicals, par exemple, on fait ce qu'on appelle des previews, parce que c'est des spectacles de rodage. On n'ouvre pas sur la première, on ouvre sur du rodage, parce que les équipes, il y a beaucoup de mouvements, les équipes mouvements des décors ont besoin de se conforter aussi en ce qu'ils font, donc on rôde pour 2-3 jours. En Angleterre, c'est beaucoup plus, et en Amérique aussi.
Ça permet de calibrer le spectacle. Et après, on rentre dans le grand tunnel de l'exploitation qui se termine toujours avec un démontage. Je le dis parce que tout le monde l'oublie. Mais tant que le spectacle n'est pas démonté, il n'est pas fini. Voilà en gros tout le parcours d'une production dans n'importe quel théâtre à quelques dates près. Je peux rajouter quelques mots. C'est effectivement le parcours d'une nouvelle production, c'est-à-dire une production qu'on crée. Après les reprises, c'est beaucoup plus raccourci. Il n'y a pas besoin de refabriquer des décors, mais il faut les vérifier, les réparer s'il y a besoin. Mais sur la notion de nouvelle production, tu en as parlé, Lucia, l'enjeu pour les théâtres, c'est de trouver des coproducteurs, surtout depuis, qu'à lui dire quelques années, mais maintenant c'est même presque 10-20 ans, avec des contraintes budgétaires chaque année plus fortes, puisqu'on a les maisons d'opéra ont des charges fixes qui augmentent chaque année, comme beaucoup d'établissements. Donc l'enjeu de trouver des coproducteurs est très important. Ça permet de partager les coûts de fabrication. Comme tu le disais, Lucia, ça dépend. Enfin, c'est plus ou moins possible parce qu'on a tous des scènes différentes. Quand je prends la scène de l'Opéra Bastille qui fait plus de 20 mètres de large, enfin, c'est une grande scène très haute, on ne peut pas coproduire avec tous les théâtres puisque les décors qu'on créerait seraient trop grands pour d'autres théâtres. Et si inversement, c'est un coproducteur qui crée les décors, ils sont trop petits pour le nôtre. Alors, bien sûr, l'enjeu du coup, c'est de pouvoir créer des décors un peu à taille variable. C'est des choses qu'on fait de plus en plus. Mais coproduire, ça veut dire qu'une des maisons fabrique le décor. On parle décor, mais c'est important de parler costumes aussi. Et puis les décors, si je reste là-dessus, parce qu'après les décors se soient transportés de la maison qui a produit au départ vers d'autres maisons d'opéra. Ça peut être 2, 3, 4 coproducteurs. Mais c'est des enjeux de transport. Et ça, je me rapproche un petit peu du sujet de cette masterclass, puisque si on doit tout transporter, c'est beaucoup de camions sur les routes. Donc, les réflexions, c'est comment on peut faire moins de fabrication, moins de transport, etc. Exactement. Ce qui ressort là dans ce que vous nous présentez, c'est que la création d'un opéra, ça nécessite beaucoup de ressources, que ce soit financières, que ce soit humaines et également matérielles. Par rapport à ça, est-ce que vous pouvez nous préciser, on peut commencer à rentrer dans le sujet de la création du collectif 17h25, quelle a été la genèse de ce projet par rapport à l'impact environnemental que représente une production d'opéra? Est-ce que l'une de vous veut se lancer en premier? Alors, j'y vais, mais en fait, je n'étais pas au début comme Violaine d'ailleurs, on n'était pas au début du projet. Le projet est né en 2019. Pas forcément lié au temps disponible en pandémie. C'était quelque chose qui tournait déjà dans la tête des administrateurs ou des directeurs des 5 opéras en question. Opéra Paris, Châtelet, Bruxelles avec la Monnaie, Festival d'Aix et Lyon. Donc ils s'aimaient ensemble pour justement réfléchir à comment améliorer tout basiquement parlant du transport. En fait, ça commence là. Parce qu'un transport d'une production, ça peut prendre tu peux arriver jusqu'à 10, 12, 13 trailers. C'est qui quand même, du point de vue de la décarbonisation, pas vraiment une bonne schéma à continuer. En sachant qu'il y a eu quand même il y a eu des recherches et dans un temps pas si ancien que ça, en fait, il y a 40, 50 ans, 70 ans, les productions d'opéra étaient souvent faites avec des toiles et que donc en fait on transportait que les toiles et chaque théâtre fabriquait le châssis qui soutenait les toiles. À la fin de la production, les toiles étaient désossées, les châssis gardés par le théâtre et les toiles revenaient à l'entrepôt ou au théâtre qui les avait mis à disposition. Donc en fait on essaye de reproduire le schéma, ce type de schéma. Pourquoi transporter tout quand en fait on pourrait transporter que la partie décorative? Et là, c'était une des premières interrogations. Et donc le projet, disons, n'est pas né que pour ça, mais c'était le premier problème à résoudre avec un peu de bon sens. Oui, pour compléter, je crois qu'à l'époque, les maisons ont partagé des premières idées, on va dire, de bilan carbone de leur activité. Et effectivement, c'est ça qui ressortait beaucoup, c'était le transport. Et sur ce que tu viens d'expliquer, Lucia, l'idée a germé de recommencer à réfléchir et à concevoir des éléments standards de décor qu'on pourrait chacun avoir dans nos maisons, comme les châssis dont tu parles, mais là on est beaucoup plus sur des décors construits qu'il y a 50, 70 ans.
Mais comment on peut avoir ces mêmes éléments dans nos maisons pour ne déplacer que les éléments artistiques? Parce qu'un décor, c'est un élément structurel. On peut comparer ça à un échafaudage, enfin un élément structurel qui porte le décor. Et devant, il y a tous les éléments de décoration. Donc ce projet qui a émergé en 2022, cette idée de projet, les maisons l'ont conçu comme un projet d'ampleur. Et ce qui était important, c'est de pouvoir avoir les moyens au sein de notre collectif pour faire de la recherche et du développement d'un nouveau concept de ce type-là, donc des éléments standards, communs qu'on a chacun, qu'on conçoit de la même manière, pour ensuite n'avoir à déplacer qu'une petite partie du décor. Et fin 2022, le collectif 17h25, c'est l'Opéra de Lyon qui s'est chargé de porter le projet, a déposé un dossier, un appel à un projet qui s'appelle Alternative Verte, lancé dans le cadre de France 2030, et a obtenu une subvention conséquente de la Caisse des dépôts pour un projet de 3 ans de recherche et développement, où les 5 maisons, donc ça fait un petit moment maintenant, travaillent ensemble sur cette conception d'éléments, sur cette recherche. Et c'est ça le point de départ du collectif, et en tout cas le collectif et ce projet particulier de standard. Merci beaucoup. Oui, c'est ça, il y a vraiment un enjeu de diminuer les éléments qui sont transportés sur les routes, également d'avoir aussi moins de ressources à produire, parce que c'est des éléments qui peuvent être réutilisés d'une production sur l'autre, et donc qui n'auront pas à être construits, et qui n'auront pas non plus à être jetés à la fin. C'est vrai que c'est important de préciser. La question qui je trouve est intéressante, c'est est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la façon dont 5 maisons qui, a priori, partent d'une logique qui peut être quelque peu concurrentielle, se mettent en ordre de marche pour travailler ensemble et pour faire émerger un travail d'intelligence collective tel que celui-ci? Violaine, tu veux commencer? Oui, alors effectivement, c'est pas commun dans le monde de l'opéra, comme d'autres secteurs concurrentiels, de travailler main dans la main sur un projet de ce type-là. On avait plutôt l'habitude de chacun faire à notre manière, et on s'en est bien rendu compte lors des premières rencontres que en fait, chacun avait ces types d'éléments différents, même un vocabulaire différent pour parler des mêmes choses. Donc ça a mis un peu de temps à se mettre en place, et la première étape, c'est qu'on a passé à un marché de coordination avec une structure externe, enfin un prestataire qui nous accompagne pour cette coordination. Et ça, c'est précieux parce que ça donne vraiment déjà une méthodologie dont on n'a pas franchement l'habitude non plus dans nos maisons, avec vraiment des règles, des normes de discussion, écouter l'autre, etc. Et puis, grâce à ce marché de coordination qui a commencé donc en 2023 et qui va se poursuivre jusqu'à la fin du projet, on a pu commencer à mettre en place une méthode qui repose sur différents comités. Ça peut sembler très, très carré comme ça, mais c'est vraiment la clé de notre travail commun. On a un comité de direction, CODIR, qui réunit les administrateurs, DGA, enfin la partie plutôt administration dont je fais partie, par exemple, pour l'Opéra de Paris. On a un comité technique, COTEC, pour les directions techniques, donc l'encadrement des directions techniques. Je n'ai pas donné de chiffre tout à l'heure, mais par exemple, l'Opéra de Paris, sur les 1500 personnes, c'est un tiers technique, un tiers artistique et un tiers administratif. C'est vraiment des équipes assez conséquentes sur les 3 pôles. Donc un COTEC, un COREF, et ça va être des personnes plus proches du terrain, des bureaux d'études qui étudient les décors. On a une personne de chaque maison qui assure ce rôle-là, qui est clé parce que c'est ceux qui travaillent le plus au quotidien, chaque semaine sur le projet pour le développer. Un co-admin pour la partie administrative et financière. Et je crois que depuis pas longtemps, on a un comac pour les machinistes qui utilisent les décors après. Et j'ai peut-être oublié le co-com pour la communication, mais enfin, vous voyez, c'est vraiment identifier des personnes au sein de chaque maison sur toutes les fonctions et qui travaillent, en plus de leurs fonctions habituelles, sur ce projet. Des rencontres régulières. On peut peut-être dire quelques mots sur les labos. Tu veux en parler, Lucia? Oui, alors, dans les différents comités, il y a différentes réunions qui se mettent en place. Ce qui sont amenés à se voir beaucoup plus souvent, c'est les COREF, parce que c'est un process d'étude, c'est de la recherche. On n'est pas parti, on n'avait pas les clés d'une solution, donc on a dû les dessinateurs, les ingénieurs et tous les dessinateurs, ils ont dû se pencher sur les solutions qu'ils avaient déjà dans les mains. À part ces réunions, on organise systématiquement des labos qui permettent de réunir 5 personnes minimum pour chaque maison.
Donc on est à 25, voire 30. Chacun, il y a toujours, les corps de métier sont tous représentés. Et dans ces labos-là, ils sont présentés des solutions, ils sont jugés, mais sans juger vraiment. On s'en discuter quelles sont les solutions sur lesquelles on veut poursuivre le travail ou pas. Ils sont présentés des résultats, ce qui était le cas du dernier, par exemple, parce qu'on a finalement, on approche à ce qu'on sait faire, on pense qu'il soit bien. C'est pas des nouveautés, hein, en fait, à la base. La nouveauté, c'est dans la méthode du travail. Lego, il y a déjà des produits qui sont modulaires, qui sont basés sur un module dans tous les domaines, de l'architecture, de la technologie, il y en a un paquet. Même dans les théâtres, il y a des modules, mais en fait, nous, c'est qu'on voulait trouver une solution qui était similaire, mais qui convenait aux 5 maisons, dans l'idée de pouvoir la diffuser. Donc, les labos, c'est vraiment c'est 2 jours de travail avec des différents exercices de style ou pas, des dessins, des conversations, avec une méthode précise qui a été imposée par la coordination. On n'interrompt pas, on ne dit pas mais, on ne dit pas si. C'est fou. On s'écoute, on ne juge pas. Toutes les idées, qui est même la plus farfelue et la plus folle qu'on peut avoir, peut-être elle a du sens. Et bien que ça semble très difficile à mettre en place, ces méthodes, en fait, c'était absolument naturel. À part les premières discussions sur comment tu t'appelles mon temps praticable, et qu'est-ce que c'est une échelle, ou qu'est-ce que c'est un escabeau, qu'est-ce que c'est un autre nom, n'importe quel. On a dû faire un dictionnaire, un vocabulaire pour pouvoir comprendre comment on appelait les choses. Mais une fois passé l'obstacle des petites règles à respecter et mise à point sur les vocabulaires, en fait, tout s'est passé très, très bien. Et on affectionne particulièrement cette méthode parce qu'elle permet d'aller beaucoup plus loin. Un cerveau tout seul, c'est quand même... ça doit être peut-être un génie pour faire des choses, mais 30 cerveaux tous ensemble, c'est beaucoup plus efficace. Peut-être tu peux rajouter quelques mots sur le calendrier du projet. Tu n'as pas posé la question, mais avant qu'on rentre dans le concret de qu'est-ce que ça a donné, parce qu'on a bien avancé. Donc, 3 ans de recherche et développement, ça a été quelques mois de mise au point d'une méthode de travail ensemble, ça on en a assez dit. Et puis après, plusieurs mois, voire 1 an de recherche qui ont abouti à la conception d'un prototype dont Lucia va vous parler. Et donc prototype qui existe maintenant, qui va s'affiner, mais qu'on commence à utiliser dans nos maisons sur des productions réelles pour les tester. Bon, là, j'avance un peu, mais c'est pour vous donner un peu le concret dans lequel on va rentrer peut-être dans les minutes à venir. Oui, merci beaucoup. Juste avant de parler vraiment spécifiquement du projet des structures standards, je voudrais juste revenir sur quelque chose que tu avais dit, Lucia, quand on a préparé cet entretien, c'est qu'il existait presque une méthode 17h25 qui donnait envie de travailler ensemble, comme tu viens l'évoquer. Et ça me paraissait intéressant d'aborder la question de comment est-ce qu'on réussit à embarquer les équipes là-dedans, là où parfois il y a des profils qui sont plus ou moins portés sur le sujet de l'éco-responsabilité. Quel est votre retour d'expérience sur le sujet, notamment côté équipe technique ? En fait, on fait tous, sans le savoir, des actions éco-responsables. Ça suffit à un machiniste qui une demande de ne pas emballer du plastique. C'est fait. On a assumé. Donc finalement, à part les premiers doutes par rapport à la quantité de travail que ça a demandé, c'était plutôt ça où la réticence habitait, parce que ça demande quand même beaucoup de travail. Une fois que tout le monde est emballé dans un projet, il y a une espèce aussi comment dire, des concours d'idées qui s'est fait entre les différents ingénieurs, qui est bénéfique, et c'est pas si difficile que ça. Au moins, au théâtre, au Châtelet, on n'a pas eu énormément de difficultés à affilier de techniciens ou des collaborateurs à ces projets, sauf pour la question qui est du temps, parce qu'on est tous un flux un peu tendu dans les maisons. Tous les soirs, un rideau se lève. On n'est pas les seuls dans le monde qui font des travaux comme ça. Et les rideaux se lèvent, tout le monde est très focus sur ce qu'on fait au plateau. Donc, trouver du temps pour le destiner à un projet ambitieux, ça a été la partie plus difficile. Mais après, on a même des salariés qui s'invitent tout seuls et disent « je peux venir ». Ce qui démontre que la méthode et l'ambiance dans le collectif est assez bonne.
C'est exactement ce que j'allais ajouter. Au début, il y avait seulement les événements organisés, planifiés, etc. Et on s'est rendu compte, au bout de quelques mois, qu'il y avait des échanges entre les équipes techniques qui se faisaient sans qu'on le sache. Et c'était super, parce que ça permet vraiment de partager, même sur d'autres... On a tous le même métier, mais c'est vrai, c'est un fonctionnement chacun dans sa maison, et dont les frontières sont ouvertes, en tout cas au sein de notre collectif. Et ça apporte énormément aux équipes. Et je pense que ça contrebalance complètement la charge de travail que ça peut représenter par moment. Merci beaucoup. Maintenant, si vous le voulez, on peut effectivement... C'est l'objet magique. Hein, l'objet magique. Vous montrez le fruit de ce travail de recherche et développement. Et Lucia, tu peux nous en parler. La première accord qu'on a dû faire, c'était sur le module, la mesure. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle mesure on fait? On s'est basé sur 2 cm, 20 cm, 30 cm. Donc, on a analysé tous les standards qu'on utilisait dans les différentes maisons et qui est apparu assez facilement. Là aussi, c'est étonnant, mais ça a marché en intelligence collective, et que la mesure qui était collectivement utilisée et était la plus facile à appliquer à nos décors, c'était le 20 ou le 200 pour 200 mm. Donc, on a tout basé, la construction et la fabrication de cette librairie d'éléments sur un module qui est un module de 200. Il n'y a pas un élément qui n'est pas une multiplication de 200 ou de 20 ou de 2 ou de 2000. Voilà, donc ça, c'était assez facile. À partir de là, on a essayé de reproduire une espèce de mécano géant en produisant des tubes en métal. On a choisi de s'affectionner particulièrement au métal, à l'acier, parce que l'aluminium pose quand même quelques soucis, pas seulement de co-responsabilité, mais des flexibilités trop importantes pour ce qu'on a besoin de faire. Et on s'est penché sur comment on connecte tous ces éléments. Parce que les tubes, les morceaux de bois, on les utilise, mais en fait, les connexions, chacun fait la sienne. Donc, on a décidé de faire de pratiquer des trous, tout simplement, pour pouvoir les connecter. Donc, on les coupe en laser. C'est des laser tubes, à la réalité, avec des trous ronds et carrés. Alors, c'est pas encore tout complètement tranché. Il y a encore des familles pour des trous ronds, carrés, rond, carré, rond. C'est compliqué. Qui permet de connecter chaque élément. Donc, on a des éléments à une seule dimension, des éléments à 2 dimensions, ce qu'on appelle le châssis. Vous le voyez là dans l'image. Et tout ça nous permet de construire un élément en 3D. Parce qu'on a des praticables, ce qu'on appelle des praticables, des surfaces sur lesquelles on peut marcher, ou simplement des châssis sur lesquels on va appliquer tout ce qui est l'élément décoratif. On est là-dedans. Maintenant, on applique. Donc, ce n'est pas un sorcier, hein, c'est assez simple, la logique. Mais le chemin pour y arriver était long. Maintenant, on applique il y a d'autres slides après, mais on applique ce système à des réalisations réelles. On commence à le mettre en pratique. Et on s'est rendu compte qu'il y a une autre chose qu'on avait un peu sous-estimée, c'était que c'est les connexions. Comment je connecte un élément plat à un élément 3D ou à un élément tout seul. Et donc, la recherche actuellement s'est déplacée sur ce qu'on appelle les pièces de connexion pour pouvoir pas seulement boulonner, mais avoir aussi des accroches des éléments décoratifs. Là, vous voyez, là, par exemple, il y a un élément seul qui sort. Ces éléments-là, ils peuvent être soudés avec d'autres éléments, mais connectés à des éléments en bidimension qu'on sait qui sont sortis là maintenant. Avec l'avantage que tout peut être connecté avec tout, presque, sans problème, parce que le module 200 nous assure la possibilité de connecter tout avec tout à n'importe quel endroit. Tout ça fait avec une étude, avec la machinerie qui nous a conseillé. La pièce à rapporter, donc la pièce de connexion, par exemple, c'est le truc blanc là, le orange, qui permet de connecter un élément qui est décoratif, de soutenir une paroi ou de accrocher une toile, parce qu'on doit pouvoir faire ça. Et on étudie des éléments qui permettent d'accrocher, parce qu'on est tous dans tous les théâtres, on utilise un système de porteuses. C'est un étire-linge, en fait, avec des tubes sur lesquels on accroche. Pour ceux qui ne sont pas... Je ne sais pas à quel point vous êtes
familiers avec les langages du théâtre, mais c'est des tubes qui sont suspendus à une cintre. C'est difficile, hein. Qui permet, avec des câbles évidemment, avec deux ordinateurs et un système de pilotage qui permet d'appuyer techniquement, donc faire monter les éléments et les charger, les faire descendre. Sans tout ça, nous, on ne pourrait pas faire des spectacles. Donc tout ça, ces éléments-là doivent aussi être accrochés quelque part. Mais il y a une autre vidéo qui vous montre plus en détail. C'est une tentative qui a fait... Bon, ça, c'est tous les dessins qui ont été réalisés pour étudier les pièces de connexion, c'est rond, rond, carré. Alors là, c'est la monnaie qui a tenté le premier montage avec une structure. Alors ça, c'est typiquement un châssis que nous utilisons en théâtre, sur lequel il va être accroché un élément décoratif. Alors là, ils ont essayé de le suspendre pour vérifier la tenue, la charge, vérifier la flexibilité, toutes les choses qui peuvent poser des problèmes en termes de sécurité. Ces structures ils vont être validées par un bureau contrôle parce qu'on a besoin aussi de se conforter sur l'utilisation. Et là, par exemple, c'était avant l'avant-dernier labo, ou dernier labo peut-être, ils avaient présenté ça et en fait, ça marche plutôt bien. Alors, il y a encore une chose à résoudre, c'est celle du poids, parce que c'est quand même de l'acier, des tubes, même sans laser tube, troués aussi pour retrouver une certaine légèreté. Mais en même temps, les troués, ça fait devenir compliqué, plus faible la structure. Et donc ça, c'était le premier essai, après 2 ans, presque 3, de recherche acharnés, et ils ont réalisé effectivement une production entière avec l'utilisation des laser tubes et des structures standards. L'idée, c'est que tout le monde puisse avoir une structure standard, les mêmes modèles dans les maisons, et qu'ensuite on ne les envoie pas dans les autres théâtres. Exactement, j'allais en venir à ceci. À ceci, et juste pour laisser un petit temps d'échange avant la fin de la masterclass, effectivement, se dire que l'objectif, c'est que chaque structure du collectif possède ses structures standards au sein de sa maison, n'ait pas besoin de les envoyer. Donc ça fait l'objet de discussions pour des productions en commun, pourquoi pas à venir. Et pour ouvrir plus largement, il y a un état de l'art qui a été réalisé cet été par la coordination qui travaille avec nous sur le projet du collectif, et une dissémination qui est en cours. Est-ce que Violaine, tu veux nous en dire quelques mots ? Oui, juste quelques mots. C'est vrai que l'idée, c'est pas seulement de s'arrêter. Alors, si le projet va jusqu'au bout, parce que on n'en est pas encore fin 2025 à se dire que c'est bon, le prototype, la conception, c'est la bonne, on peut l'utiliser partout. On est encore au stade de mise en application. Donc, fin 2025, rendez-vous pour vous dire si oui, on arrivera à tous l'utiliser au sein du collectif, mais surtout si oui, au niveau du secteur tout entier, cette conception, ces éléments standards pourraient être utilisés. Parce que c'est l'enjeu, c'est que chaque maison d'opéra puisse s'en servir, enfin celles qui le veulent bien sûr, pour que petit à petit, on fabrique tous de la même manière. Parce que des éléments standards, on en a chacun dans nos maisons. On réutilise bien sûr des choses d'une prod à l'autre. La nouveauté, c'est que là, c'est les mêmes pour tout le monde. Donc, grâce à cet état de l'art, cet été, on a pu contacter un grand nombre de maisons d'opéra en Europe et dans le monde. Peu de projets de ce type-là, de cette ampleur-là, existent. Bien sûr qu'il y a des maisons qui travaillent déjà ensemble dans certaines régions sur des choses similaires. Mais il y a surtout un grand intérêt qu'on a pu ressentir d'autres maisons d'opéra. On a même 2-3 maisons qui ont décidé, donc je pense à Nancy, au Royal Opera House, qui ont décidé il y en avait une 3e. Le théâtre de l'Odéon. Le théâtre de l'Odéon, moins loin. Qui ont décidé d'essayer nos standards en même temps que nous. Enfin, je dis nos standards, les standards du collectif en même temps que nous, sur des productions à eux, pour voir si c'était faisable, s'ils rencontraient des difficultés qu'ils pourraient nous partager. Donc on en est là, c'est plutôt enthousiasmant. L'idée, c'est que c'est un projet en open source. La conception, tout ce que vous avez vu là, il y a des éléments, des documents techniques qui existent maintenant et qui sont libres de droit, qui sont protégés dans le sens où l'idée, c'est pas de les transformer puisqu'on est encore en recherche, donc on a fait des publications dans ce sens-là, mais il n'y a pas de secret puisque le but, et c'est pour ça qu'on a une subvention aussi de la Caisse des dépôts, c'est que ce soit des standards qui puissent être utilisés par le plus grand nombre.
Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment, il y a un micro, je crois, qui peut circuler. Bonjour et merci beaucoup pour vos interventions et vos explications. Juste une petite question, pourquoi 17h25 ? Alors, c'était l'heure à laquelle les premiers rendez-vous se faisaient. C'est tout simple. Alors, on a essayé de faire un module avec 17-25 et on n'est pas arrivé, on a échoué. Mais c'était l'heure, alors encore une fois, on n'était pas là, mais de ce qui est la légende urbaine dit que c'était l'heure à laquelle les premiers rendez-vous se faisaient. C'est ça. Je n'ai pas une explication beaucoup plus intéressante que ça. Donc vous donnez vos rendez-vous à 25, pas à 30. Après, c'était difficile de retrouver un nom. Tout le monde nous a identifiés. On s'est posé la question, je pense. En plus, ça intrigue beaucoup. Donc, en vrai, c'est très bien comme nom. À chaque fois, on nous pose la question. Oui, j'ai une question par rapport aux scénographies. Ce système de modules similaire dans tous les théâtres, est-ce que ça réduit pas la créativité des scénographes ? Alors, c'est pour ça qu'au dernier labo qui s'est tenu à l'Opéra de Paris, on a invité des scénographes. Ok. Tout simple. Parce qu'il y a deux lectures possibles qui sortent toujours. Soit c'est que nous faisons, nous, la technique, est au service de la créativité du scénographe et que donc on s'en occupe. Le scénographe rend un projet que nous essayons de monter et construire avec les principes du 17-25 ou d'autres principes, hein, ça se fait toujours. Hein. Il y a plein de choses qui sont déjà modulaires. Soit on implique, c'est qu'on a un peu choisi, après ça dépend de la typologie du scénographe, soit ils sont informés de ce qu'ils peuvent réaliser avec les structures ou d'autres choses et que donc ils sont impliqués depuis le début dans la conception-réalisation, j'aurais envie de dire. Parce qu'une fenêtre à 2,56 mm, c'est ce qui se passe. C'est très joli peut-être, il y a un sens artistique, mais ça peut être très très bien de 2 mètres. Et ça, on le fait depuis toujours. Ce n'est pas une nouveauté. Donc la créativité d'un scénographe est toujours, dans une certaine façon, contrainte ou accompagnée par ceux qui sont des défis techniques. Et ce n'est pas seulement l'esthétique, hein, c'est qu'ils soient des éléments qu'on peut monter avec de la sécurité, que les manutenteurs, les machinistes et toutes les personnes qui montent le fassent sans difficulté. Il y a toute une certaine quantité de difficultés déjà préexistantes, dont celle de châssis est vraiment une des dernières. Donc, on les a invités, on a entendu leur point de vue. Il y a le président de l'Union des scénographes, Thibaut Sinet, qui nous a bien accompagnés. Il était présent, donc on a fait un état des différents positionnements. Et ben là, on essaye de les tester dans les différentes maisons. On s'est engagés tous à réaliser des décors, une partie des décors avec les structures, et donc on aura la réponse des scénographes. Mais à mon avis, mais je suis directrice technique, je dis que non, ça ne contraint pas le décor, mais un scénographe, il pourrait me dire le contraire. Donc c'est une aventure qui commence. Merci. Ce qui est sûr, c'est que la volonté des directions des opéras, c'est d'engager ce dialogue qui existe déjà, mais de l'intensifier avec justement les équipes artistiques, les scénographes et autres, parce qu'il y a une prise de conscience sur l'impact environnemental de nos productions. Et là, j'élargis un peu au-delà du projet de standard. Le collectif 17h25 a aussi cette volonté de plus en plus parler avec les équipes artistiques en amont, au début des projets, pour que les productions qu'on produit aient des impacts moindres que ce qu'on a pu faire avant. Bonjour et merci pour votre intervention, vos interventions. Qu'en est-il au niveau de la coopération internationale ? Alors, l'état de l'art qu'on a réalisé cet été, c'est à l'échelle internationale.
Donc on a de toute façon des liens avec beaucoup de maisons d'opéra au-delà de la France. Il y a par exemple une association qui existe, Opéra Europa, qui réunit beaucoup d'opéras européens et même au-delà. Donc l'idée, c'est de travailler à cette échelle-là. Alors on va peut-être pas aller jusqu'au bout du monde, mais c'est vraiment une échelle qui va au-delà de la France, parce que les coproductions sont souvent avec des pays étrangers. Et le projet a été présenté à Opéra Europa, par exemple. Donc nos collègues ils se sont intéressés à ça, et on a découvert, nous, par la même occasion, qu'eux ils avaient aussi des actions similaires. En fait, c'est plus grand que l'intelligence collective. Tout le monde est sur les mêmes sujets. Donc si l'idée, c'est qu'ils puissent s'en approprier, comme a fait Nancy et les autres théâtres, effectivement. Bonjour, merci pour cette présentation. J'étais plus familière avec le concept des productions zéro achat que ce collectif, mais du coup c'était très intéressant. Ma question, c'est comment avoir fédéré et gardé de l'enthousiasme depuis 2019 ? Comment avoir cultivé cet enthousiasme au sein de la maison et des grandes maisons que vous êtes ? Parce que voilà, on parle de centaines de salariés permanents. Comment avoir communiqué au sein de la maison, engagé des personnes fédérées autour de vous, autour du collectif. Des fois, ça peut être compliqué quand on parle d'environnement avec les productions. Parfois, c'est un peu une case à cocher. Ok, on rachète pas. Ok, on se met dans des cases, etc. Donc voilà. C'est un peu un travail de tous les jours, mais le fait est que ça fonctionne. Après, la préoccupation, je trouve, aujourd'hui, où on est à plus de la moitié de ce projet qui est devenu le projet central du collectif, mais il y a d'autres réflexions. Le collectif existait avant le projet de standardisation et il existera après. Et la préoccupation, c'est quel projet pour la suite. Alors, il y aura bien sûr la mise en œuvre et la poursuite de celui-là, mais on sent bien que cette dynamique de projet, il faut qu'on la maintienne en ayant des nouvelles idées, des nouveaux concepts à explorer. Et bon, l'avantage, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup pour réduire notre impact. Donc, il faut choisir notre prochaine bataille tous ensemble, et on en a vraiment l'envie. Je pense qu'une des clés réside dans la taille du collectif. 5 maisons, c'est suffisant pour avoir une force d'action importante, mais pas trop pour ne pas se perdre dans ce qui deviendrait plus que des échanges, mais qui n'avancent pas. Et ça, on se le dit régulièrement parce qu'on se pose la question, on est sollicité. Et même, voilà, comme c'est un projet qui va au-delà des 5 maisons, il faut réussir à faire cette dissémination en gardant notre taille qui semble être la bonne. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions... Ah, juste ici. Qu'est-ce que c'était le plus grand challenge que vous avez rencontré? Comment vous avez le géré pendant le projet jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe demain, mais jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que c'était le plus grand challenge? L'application, c'est maintenant le challenge. Parce que quand on passe des dessins à se dire, bah là, on va le faire, c'est la partie qu'on a à résoudre. Donc, je me concentre sur le challenge présent, parce que les autres, on a déjà passé, donc ça va. Mais l'application, ça va devenir... En fait, va révéler les faiblesses du projet. Donc, tout le monde a un peu de mal à s'y confronter, parce qu'on n'aime pas ça. Et c'est ça, en fait. C'est l'application qui a déjà montré quelques... Pas doutes, mais quelques... On a invité aussi des spécialistes du secteur, des ingénieurs qui sont extérieurs au collectif, qui nous ont fait part de certains doutes qu'on a pris en compte, etc. Mais c'est l'application. Et là, maintenant, on passe du conçu du projet à ce qui doit se faire. Et ça, pour moi, c'est le gros sujet et les vrais gros challenges de cette particulière action du 17-25. Après, les autres, on verra. S'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie toutes les trois pour votre écoute. Et puis on se tient à votre disposition si vous avez d'autres questions. Merci. Merci beaucoup.